Bonjour Antoine. Bonjour Bernard. Alors aujourd'hui, on va parler du genre dans la santé publique et peut-être même dans la santé de manière plus générale. Bon, si on parle de la santé publique, qu'est-ce que c'est? D'après la définition que j'ai consultée, c'est la santé collective de la population. Mais population, c'est un terme assez générique et on sait que les êtres humains ne sont pas égaux vis-à-vis de la santé. Tant pour des raisons biologiques que pour des raisons géographiques, pour des raisons sociales. On pourrait multiplier en fait les paramètres. Et il en va ainsi notamment des hommes et des femmes. D'où une première question, est-ce que la santé serait genrée ? Alors, c'est une question qui n'est pas si souvent abordée que cela par les épidémiologistes ou même par les sociologues. En réalité, on peut s'apercevoir de très grandes différences, comme tu l'as rappelé au début. Par exemple, si on prend l'espérance de vie des femmes est plus élevée que l'espérance de vie des hommes, quel que soit leur statut social, quel que soit leur pays d'origine, et on ne voit pas tellement cette différence entre hommes et femmes se réduire. Il y a donc vraiment des différences, en effet, sur la santé qui sont liées au genre. Et on peut presque dire qu'on n'a peut-être pas assez fait attention, je dirais, de façon très ancienne, à notre culture très patriarcale qui a un effet sur la santé. Je dirais par là que la santé, si on la prend par exemple dans sa dimension de soins, la médecine, la médecine de soins, particulièrement les urgences ou la réanimation, est quelque chose de viril. C'est quelque chose qui parle aux hommes. Dans le fond, historiquement, c'était les hommes qui étaient les médecins et qui faisaient la santé. Et il y a quelque part une différence assez forte avec la santé publique. Et si on prend un des pans de la santé publique qui est la prévention est beaucoup plus féminine. C'est-à-dire que on sait très bien que les hommes, en particulier les hommes célibataires, négligent beaucoup les dépistages, négligent les mesures de prévention, sont pas très attirés par les mesures préventives, pas forcément médicales, par exemple de porter le casque sur la moto, de mettre la ceinture de sécurité, d'arrêter de fumer, la consommation d'alcool. Tout cela n'est pas quelque chose qui est considéré comme viril. L'homme va volontiers avoir confiance dans son médecin lorsqu'il lui dit qu'il va l'opérer et qu'il va résoudre son problème de santé, il va lui donner des médicaments, il les prendra. En revanche, la femme sera beaucoup plus attentive sur le long terme à faire vacciner ses enfants, à s'occuper de la prévention à la maison, parfois même à s'occuper des feuilles maladies de son mari, de son foyer. C'est-à-dire que la femme, traditionnellement, se voit confier le rôle de la prévention, tandis que l'homme est plus dans l'action et va prendre les décisions ou accompagner les décisions du médecin lorsqu'il y aura un traitement à la clé. Et donc on a peut-être des femmes qui ont beaucoup plus tendance à suivre les préceptes de la prévention et de la santé publique, et les hommes qui auront moins tendance à les suivre. Et ce que l'on peut dire, c'est que sur le plan politique, où les politiques publiques sont quand même essentiellement amenées, proposées et mises en œuvre par des hommes, encore une fois, historiquement, eh bien on voit que les dépenses de santé sont très inégalement distribuées. Il y a en Suisse 2,2% de dépenses de santé pour la prévention. Tout le reste, c'est pour le soin. Donc, à peu près partout dans l'OCDE, on a 95% à un peu plus pratiquement 100% des dépenses de santé qui sont consacrées à l'hôpital, qui sont consacrées aux soins, qui sont consacrées à la médecine, mais pas vraiment à la santé publique. La médecine de choc, on pourrait dire, de certaine manière. La médecine de choc, la médecine virile, le politique, il la comprend. On peut presque dire que le politique a une propension à traiter les crises sanitaires, mais aussi les crises politiques, avec brio. Regardez la pandémie. La crise a été traitée par tous les gouvernements avec beaucoup de brio. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les quelques gouvernements, je crois qu'il y en avait 19 au moment de la pandémie, qui étaient dirigés par des femmes, ont vu des
taux de mortalité qui ont été inférieurs à ceux qui étaient dirigés par des hommes. Je pense à la Nouvelle-Zélande, à l'Allemagne, à la Finlande, à l'Islande, à Taïwan. Tous ces pays dirigés par des femmes ont vu une mortalité très inférieure à ceux des pays d'à côté, leurs voisins, qui étaient dirigés par des hommes. De là à dire qu'il y avait davantage d'anticipation chez les femmes aux commandes de leur État, que les hommes, c'est peut-être aller un peu loin, mais on peut penser en effet quand même que la femme a une plus grande, peut-être encore une fois atavique, mais a une plus grande facilité à inscrire le temps dans son action que l'homme qui est un chasseur initialement, historiquement, il y a très longtemps, et qui aujourd'hui est quelqu'un qui est un homme d'action, qui voit plutôt sa virilité et sa masculinité dans la prise de décision face à des crises ou face à des événements aigus. Est-ce que, si on se demande quelle est la raison, parce qu'évidemment, comme toujours, on va se dire, est-ce que c'est une construction sociale ou est-ce que c'est dans nos gènes, d'une certaine façon ? Parce qu'on souligne parfois aussi que les hommes, surtout les jeunes hommes, ont une aversion au risque qui est plus faible que celle des jeunes femmes. Est-ce que c'est le manque d'aversion au risque qui fait que l'homme a tendance à se précipiter dans l'action ? Est-ce qu'il faudrait parler aussi, voir la chose du côté du sens de la responsabilité ? Parce que les femmes, traditionnellement, en tout cas on la présente comme ça, s'occupent aussi de ses enfants, beaucoup plus que le père souvent. Est-ce que ça c'est lié ? Est-ce qu'on a des hypothèses sur cette différence d'attitude ? Alors, il y a eu plusieurs études. Il y a même eu des études qui ont comparé des moniales, des bonnes sœurs, avec des moines. C'est-à-dire un milieu socio-économique, on va dire, extrêmement homogène, où l'on enlève tout ce qui est pénibilité du métier ou différence de pénibilité entre l'homme et la femme, ou éventuellement d'autres risques, facteurs de risque, comme par exemple la grossesse pour la femme. Donc quand on prend des moines et des bonnes sœurs et des moniales, on voit qu'il y a à nouveau une différence d'espérance de vie, y compris d'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire que, malgré tout, il semble qu'il y ait, en effet, peut-être biologiquement, des différences entre l'homme et la femme qui peuvent expliquer que, des hypothèses ne sont pas toutes élucidées. Est-ce qu'elles ont une plus grande propension à avoir des cellules qui vieillissent moins parce que leurs hormones sont différentes de celles des hommes? C'est possible. Il y a donc possiblement des explications biologiques à des différences de santé, des inégalités de santé entre l'homme et la femme. Mais le gros des inégalités de santé, parce que les différences entre les moines et les bonnes sœurs sont beaucoup plus ténues que dans la population générale. Donc les différences sont quand même extrêmement liées. On va dire que la majeure partie des déterminants de ces inégalités entre l'homme et la femme sur le plan de la santé sont liés au comportement. L'homme boit plus, l'homme fume davantage, l'homme prend davantage de risques. Il est intéressant de voir par exemple que dans la conduite automobile, dans les familles, ce sont les hommes qui conduisent. Et en général, les femmes qui sont sur le siège d'à côté. C'est vrai, alors même qu'elles ont leur permis autant que leur mari. Mais non seulement elles ont leur permis autant que leur mari, mais en plus, toutes les statistiques montrent que les femmes ont moins d'accidents mortels que les hommes. En fait, il est beaucoup plus sécurisant pour un foyer de mettre une femme au volant. Plus rationnel aussi. Et plus rationnel que mettre un homme au volant. Mais voilà. Mais l'habitude fait que la prise de risque est prise par l'homme davantage. L'homme a envie de conduire et se sent lui-même plus en sécurité si c'est lui qui conduit plutôt que sa femme. Donc on voit très bien que les comportements vis-à-vis du risque ne sont pas les mêmes et vont donc engendrer certainement davantage de pathologies, en tout cas liées à ces prises de risque. Et lors de la crise du Covid, cette différence de genre s'est de nouveau marquée. Alors, dans la crise du Covid, tu as déjà mentionné certains gouvernements, mais de manière plus générale. Dans la crise du Covid, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très grande différence entre les genres. Les hommes ont beaucoup plus souffert du Covid en termes de formes graves, d'hospitalisation et de décès que les femmes. Des études ont clairement montré qu'après 55 ans, les hommes ont été beaucoup plus souvent à l'hôpital et sont morts beaucoup plus que les femmes. Cela dit, ce qui est étonnant, c'est que les femmes ont eu davantage le Covid que les hommes, au sens où elles ont été davantage exposées. Si vous regardez
les professions qui ont été considérées comme ce qu'on appelait les professions des métiers essentiels, que ce soit les professions du soin, les professions des services, toutes les professions aussi qui sont les aidants à domicile, parfois les proches aidants qui peuvent traverser les couches sociales de la société, ce sont les femmes qui sont mises le plus à contribution. Et donc on a des femmes beaucoup plus exposées au Covid, qui vont beaucoup plus attraper le Covid, mais qui vont moins faire des formes graves. Donc on a des différences genrées très claires. On va avoir aussi des différences sur le Covid long. Le Covid long, qui sont ces syndromes post-infectieux liés au fait que l'on a eu le Covid, mais que des mois plus tard, on va développer des syndromes divers, d'ailleurs des symptômes divers, eh bien, sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Donc on a en effet des différences, mais ce que l'on voit, c'est que aussi dans... alors, c'est intéressant, dans l'hésitation vaccinale, on ne va pas toujours retrouver cette différence que j'ai citée. Les femmes sont parfois plus souvent hésitantes que les hommes vis-à-vis de la vaccination. Il y a différents types d'hésitation vaccinale. Je prendrais plutôt celle que l'on a sous nos latitudes dans les pays développés, où l'hésitation vaccinale est assez liée à, vous savez, le côté... on va dire médecine traditionnelle ou médecine alternative, le côté bio qui est plus intellectuel. On a d'autres hésitations vaccinales chez, en particulier les personnes plus précaires qui, parfois notamment pour des raisons ethniques ou pour des raisons politiques, vont être contre le vaccin, et c'est différent. D'accord, donc la bonne nouvelle, de certaine manière, c'est qu'on reste quand même tous différents, parce que c'est ce qui fait aussi le sel de l'existence humaine. Je te remercie, Antoine, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Bonjour Catherine. Bonjour Bernard. On va donc parler un peu de genre et recherche en santé. Et bon, on connaît depuis longtemps les MST, maladies sexuellement transmissibles. Et pendant des siècles, certaines pathologies ont été associées au sexe. Alors, c'est bien connu, l'hystérie qui était causée soi-disant par un dysfonctionnement de l'utérus. On en a même beaucoup ri de cette façon de voir les choses. Mais cet exemple montre immédiatement qu'on a biologisé certains stéréotypes et préjugés. Et donc certaines constructions sociales ont été biologisées. Et on lutte là contre depuis en distinguant sexe et genre. C'est une distinction effectivement qui s'impose maintenant dans les sciences sociales et je pense bien au-delà. Mais alors, cette nouvelle notion de genre, comment est-ce qu'elle intervient dans le champ de la santé ? Tout d'abord, pour bien placer les idées, il faut faire la distinction entre sexe et genre, et ça nous ramène à faire la distinction entre différence de santé et inégalité de santé. Les différences de santé sont liées au sexe biologique, c'est-à-dire aux caractéristiques qui sont spécifiques des mâles et des femelles, concernant par exemple les gènes, les chromosomes, les cellules, les organes, les hormones. Mais en ce qui concerne les inégalités de santé, c'est là qu'interviennent des facteurs sociaux, culturels et économiques pour lesquels la notion de genre va jouer un rôle très important. Par exemple, les représentations sociales et les stéréotypes qui sont liés au genre masculin ou féminin vont influencer les attitudes des patients, vont influencer par exemple l'expression des symptômes et aussi vont influencer les attitudes des soignants concernant l'interprétation des signes cliniques. Autre facteur d'inégalité très important à considérer, la précarité économique, dont les femmes sont les premières victimes. Donc ça veut dire renoncement aux soins, mauvaise hygiène de vie. Et il y a aussi un point tout aussi important, les violences et agressions sexuelles dont les femmes sont les premières victimes. Et donc, tous ces facteurs appellent à une vigilance éthique pour garantir des conditions égalitaires d'accès aux soins et de prise en charge médicale, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Donc, tu dirais que c'est une sorte d'exigence d'égalité des chances qu'on diminue les inégalités dans ce domaine. Ces inégalités
donc c'est surtout les inégalités sociales de santé. C'est un sujet dont se sont emparées beaucoup d'organisations internationales, hein, comme l'OMS, le Conseil de l'Europe, parce que, en fait, depuis une quinzaine d'années, tous ces organismes internationaux ont des départements qui sont spécialisés pour avoir un regard particulier sur justement la santé et les inégalités de santé liées aux différences liées au sexe et aussi liées au genre. Et dans ce domaine-là, certains pays européens, dont la France, sont un petit peu en retard. D'où l'important d'avoir toute une formation à la fois pour les chercheurs, pour les médecins, pour le grand public, à ces questions d'inégalité de santé. D'accord. Tu pourrais nous donner des exemples plus concrets de ces inégalités ? Un exemple vraiment très emblématique, c'est celui des maladies cardiovasculaires. Il faut bien voir que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité prématurée chez les femmes et que le cancer du sein est seulement à la 8e place. D'accord. Si on prend l'exemple de l'infarctus du myocarde, la prise en charge de l'infarctus du myocarde a très longtemps été correctement faite chez les hommes parce que ça a été considéré comme une maladie d'hommes stressés au travail dans la cinquantaine. Et les femmes étaient complètement sous-diagnostiquées par rapport au risque d'infarctus du myocarde. Par exemple, à symptômes égaux, fatigue, oppression dans la poitrine, les femmes étaient davantage traitées avec des anxiolytiques. On pensait que c'était quand même assez émotionnel, tout ça, un peu de charge de travail, domestique, le stress. Bon. Tandis que les hommes, eux, étaient davantage orientés directement vers un cardiologue. Et là, on voit bien à quel point ces stéréotypes sur une maladie plutôt masculine ou féminine va influencer donc l'interprétation des symptômes et aussi la prise en charge. Bien sûr. Donc là, il y a un problème effectivement de manque de chance et ça se voit aussi à l'hôpital. À l'arrivée aux urgences, eh bien, les femmes avec une suspicion importante d'infarctus, elles vont être prises en charge plus tard que les hommes. Et ça, ce sont des études internationales qui le montrent. Et c'est comme ça dans tous les pays, dans tous les services hospitaliers. Donc il y a un besoin de formation très important là-dessus. D'accord. Est-ce que c'est uniquement les femmes qui sont, les victimes de ces stéréotypes, ou est-ce qu'il y a aussi des maladies qu'on ne voit pas passer chez les hommes parce qu'on a d'autres stéréotypes ? Oui, l'exemple en miroir, c'est l'ostéoporose. L'ostéoporose touche une femme sur 3 et touche un homme sur 5. Et 40% des fractures de la hanche avec une origine ostéoporotique concernent les hommes. D'accord. Ce qu'on ignore en général. Ce qu'on ignore complètement, l'ostéoporose n'est pas spécifique des femmes ménopausées. Les hommes aussi ont de l'ostéoporose et quasiment personne n'est traité pour l'ostéoporose dans la jante masculine, ce qui est vraiment un problème de santé publique, parce que qui dit ostéoporose dit invalidité, fracture, ce qui représente évidemment des coûts pour le vécu de la personne et pour la société. Donc pour que ça aille mieux, il faut aussi que la recherche médicale, j'imagine, progresse. Et est-ce qu'on retrouve les mêmes inégalités dans la recherche ou pas ? La recherche, elle doit être d'abord multidisciplinaire, c'est-à-dire que sur ces questions-là, bien sûr qu'on a besoin d'experts dans le domaine de la médecine, de la biologie, de tout ce qui est aussi la mise au point de nouvelles thérapeutiques qui pourraient cibler davantage, plus spécifiquement, les situations du corps des femmes, si j'ose dire. Mais on a aussi besoin du regard des sciences humaines et sociales, de l'épidémiologie, des spécialistes en santé publique, pour réduire justement ces inégalités sociales de santé. Et un exemple qui montre à quel point les recherches doivent être
toujours très en interaction, la dépression. La dépression a longtemps été considérée, ça c'est une maladie féminine, hein, sachant qu'effectivement, partout dans le monde, globalement, il y a 2 fois plus de femmes victimes de dépression que d'hommes. Alors, on l'a longtemps dit, à l'origine, elle est liée aux hormones. Hein, les femmes, avec leurs problèmes, leurs menstruations, leur grossesse, la ménopause, elles sont plus fragiles. Donc, ce qui prévalait, c'était l'hypothèse hormonale, donc l'hypothèse biologique. Et des recherches récentes, menées vraiment à grande échelle, montrent qu'en fait, la cause majeure de dépression chez les femmes, ce sont les risques liés à l'environnement social, culturel et économique. Par exemple, on a comparé les taux de dépression dans les pays d'Europe du Nord et dans les pays d'Europe du Sud. Dans les pays d'Europe du Sud, pays plutôt latins, eh bien, les traditions familiales, la charge domestique des femmes, le fait, aussi les violences, le manque d'autonomie économique, tous ces facteurs-là sont directement corrélés avec les risques de dépression. Donc, prendre en compte justement cette notion de genre va nous ouvrir des nouvelles hypothèses de recherche. Ça va vraiment faire en sorte que nos recherches seront plus ciblées avec un dialogue, une vraie interdisciplinarité. Et ça, c'est vraiment là, ce sur quoi il faut vraiment œuvrer. Donc, c'est une anecdote, mais il y a donc plus de dépression chez les femmes dans le sud de l'Europe que dans le nord. Il y a plus de dépression dans les pays dont le niveau socio-économique est bas. Voilà. Et ça, c'est vraiment confirmé par de très nombreuses études. Et ça va contre un autre stéréotype de penser qu'on vit mieux dans le sud, qu'il y a plus de convivialité, etc. Donc, c'est intéressant, cela. Donc, comme tout le monde bien, il y a quand même des pistes pour essayer de s'en sortir et de faire diminuer ces inégalités, hein, notamment par la mise en commun, par l'interdisciplinarité qui permet de mieux voir la situation. Je pensais aussi à une autre inégalité dans la recherche, parce qu'on dit souvent alors c'est plus biologique de certaine manière, mais qu'on fait plus de recherches, on fait des recherches surtout sur les hommes et beaucoup moins sur les femmes, et que dans le fond on adapte ensuite aux femmes ce qu'on a découvert chez les hommes. Donc ça, de nos jours, ce n'est plus vrai du tout. C'est plus vrai du tout. C'était vrai il y a encore une vingtaine d'années. Dans les essais cliniques, il y avait une sous-représentation des femmes parce qu'il pouvait y avoir certains risques à faire que si on enrôle des femmes qui sont dans des situations peut-être de maternité sans le savoir, il pouvait y avoir des dommages au fœtus, à l'enfant à venir. C'est ce qui s'était passé dans les années 60, hein, avec les grands scandales de la thalidomide, par exemple, où il y a eu des fœtus mal formés, des cancers. Et ensuite, pendant un temps, aux États-Unis, parce que tout vient des États-Unis, il y a eu une interdiction d'inclure les femmes dans les essais cliniques. Mais depuis 1993, il y a une loi américaine qui a fait en sorte que tous les essais cliniques doivent comporter des femmes et aussi des personnes des minorités ethniques. Et depuis 15 ans, il n'y a plus du tout de sous-représentation de femmes dans les essais cliniques. D'accord, c'est aussi vrai en Europe, donc. Ah bien sûr, oui. Mais ça, ce dont je te parle, ce sont les statistiques extrêmement bien faites de l'OMS et du NIH. Hein. Il existe un registre international de l'ensemble des essais cliniques faits partout dans le monde, et il est obligatoire de déclarer à cette institution tous les essais cliniques. Et donc, c'est une merveille pour les statisticiens et les gens qui font de l'épidémiologie. Donc là, vraiment, on montre à quel point les progrès ont été faits dans ce domaine-là, et vraiment, c'est très rassurant. Voilà, je pense qu'effectivement, c'est rassurant de voir qu'il y a dans certains domaines des progrès, même s'il reste sans doute beaucoup à faire. Je te remercie, Catherine, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Bernard.